Jacques Fauché, vous êtes prêtre et médecin. Vous avez exercé la médecine générale pendant 15 ans sur la côte landaise et vous vous intéressez aux questions éthiques depuis très longtemps, puisque vous avez vos premières formations sur les questions d'éthique dans les années 70. Vous avez également fondé l'espace bioéthique aquitain, qui aujourd'hui fait partie de l'espace éthique régional d'Aquitaine. Et vous êtes également aumônier national de 3 mouvements, des pharmaciens catholiques, des médecins catholiques et des soignants et travailleurs sociaux catholiques. Vous allez nous permettre de poursuivre les réflexions sur la parole. Et si vous le voulez bien, Catherine Olivet, je vous présenterai par la suite. Nous vous écoutons, Jacques Fauché. Mais merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup pour les 2 jours là, qui sont quand même passionnants et qui nous mettent en plein cœur de la bonne question, à mon avis, c'est-à-dire réouvrir un peu l'espace pour aborder les questions autrement que de manière médicale ou juridique. Donc on va continuer. Voilà, sous un autre mode, mais ça va pas être forcément plus rassurant. Moi, j'espère que ce sera stimulant. Voilà, c'est ça l'enjeu, de nous réveiller un peu. Voilà. Alors, la fin de vie. Alors, un choix individuel et de société. Mais j'aime bien, moi, jouer sur le mot fin. Vous voyez, la fin de vie, aussi un choix individuel de société. Je crois que, de plus en plus, avec ce que vous avez qualifié de libéralisme, de néolibéralisme, on est de plus en plus dans une attitude où, quand on n'a plus sa place, ou quand on est mort socialement, on devrait avoir quand même avoir l'élégance d'accepter de disparaître. Je crois que c'est un peu ça quand même. Et on intériorise ça petit à petit, et je crois que ça nous touche beaucoup. Donc retrouver la fin. Voilà. Alors, bien sûr, nous avons parlé de soins palliatifs, de sédation profonde, terminale, euthanasie, directive anticipée, personne de confiance, tout ça. Mais il faudrait parler aussi donc d'autre chose que de la médecine et du droit. Ça me semble être urgent, salutaire. Il faudrait parler de fin de vie. Moi, j'aime beaucoup ce petit, parce que voilà, je crois que c'est comment, voilà, et voilà, retrouver donc le sens de la vie, des rencontres, des dialogues, des échanges, des paroles, des gestes, de la musique, d'amour, du plaisir aussi et de l'art. C'est pas facile de parler de plaisir, du corps de plaisir en soins palliatifs, vous voyez. Or, des questions viennent aussi. Donc, ce corps qui est un corps de souffrance, comment faire à travers massage, alimentation adaptée, musique, et aussi parfois relations sexuelles, retrouver un corps de plaisir. Là, il ne serait plus qu'un corps médicalisé et de souffrance. C'est une belle tâche. Alors, pas de vie sans souffrance, il faut quand même le rappeler, mais ça ne veut pas dire que c'est une bonne chose, mais voir comment, à vouloir enlever toute souffrance, on empêche de vivre. Donc il faudrait quand même aussi réinterroger tous ces grands artistes qui ont beaucoup souffert, mais qui nous ont laissé des témoignages, on parlait de tableaux tout à l'heure, qui nous renvoient à des choses graves et importantes. Alors, il faut qu'on en parle quand même. Hein. D'abord, il y a ce que l'on sent. Voilà. En soins palliatifs, le pipi, le caca, le sang, les crachats, le pus, les mélénas. Puis l'horreur de ce que l'on voit, les plaies, les fractures, les fistules, les escarres, les corps décharnés, mal formés, déformés. L'insoutenable de ce que l'on entend, les essoufflements, les cris, les plaintes, les pleurs, la langue que l'on n'entend pas, les silences, voilà. Avec toutes ces questions qui reviennent de Primo Levi et si c'est un homme. Mais je crois que quand même, c'est ça, le quotidien des soignants, des familles aussi qui sont aidants. Et il faut le redire, voilà. Donc, 1914, reconnaissance de la nation pour les guerres dans les tranchées. 2014, je trouve, reconnaissance de la nation pour tous ceux qui s'occupent des personnes et qui, tous les matins, il y a des divisions d'hommes, de femmes, de soignants, certains célèbres, beaucoup d'anonymes, mais qui montent au créneau pour aller nettoyer, panser, toiletter, soigner. Et ça, je crois que l'on ne le dit pas assez. Alors souvent, on va nous mettre ou nous rappeler qu'il y a de la maltraitance, et il y en a. Il y a la maltraitance aussi par épuisement, on en parlera. Mais je crois qu'il faut quand même rappeler tout ce qui se passe tous les jours. Voilà les nouveaux poilus de notre époque. Voilà. Voilà. Reconnaissance de la nation pour dans la santé. Quand je dis dans la santé, c'est pas que les soignants, il y a tous les personnels administratifs, les directeurs. Aujourd'hui, pour faire vivre une équipe mobile de soins palliatifs, un EHPAD, il faut vraiment que les directeurs se mobilisent et soient vraiment assez géniaux pour exister et se développer. Donc il faut le saluer. Mais voilà. Il faut se rappeler que souvent, ce sont des métiers qui ne sont pas toujours choisis, qui sont mal considérés, méprisés, des frustrations, des ressentiments, sentiments d'injustice, sont peu formés, mal payés.
Voilà. Prédominance féminine, et des problèmes aussi à rappeler, et devant subir des propos racistes. Moi, j'ai vu des équipes très performantes, un an après, complètement démobilisées, parce que des personnes soignées avaient eu des propos racistes vis-à-vis de tel ou tel personnel, et qui vraiment n'osent rien dire. Ils sont malades, on ne peut rien dire. Si, on peut dire des choses. Voilà. Et donc, moi, je suis étonné de l'énergie, du dévouement de ces personnes au quotidien. Souvent, on me demande, dans les groupes de reprise, et comment on peut aller plus loin. Je me demande comment ils ont déjà pu aller aussi loin. Voilà. Dans un pays qui n'a jamais été aussi riche. Voilà, ce pays n'a jamais été aussi riche. Les réserves personnelles des entreprises, des banques sont immenses, et on nous dit sans cesse qu'il n'y a pas d'argent. Donc il y a un problème aussi d'injustice, il faudrait aussi se le dire. Hein, ce n'est pas qu'un problème de réflexion, il y a des problèmes aussi politiques, économiques, comment aussi se révolter aussi, voilà. Alors, les associations de bénévoles, je veux mettre les équipes d'aumônerie, comme je suis aussi délégué diocésain monde à la santé à Bordeaux, donc, et toutes ces personnes-là, bénévoles, équipes d'aumônerie qui l'ont choisi, souvent avec des histoires antérieures assez lourdes, mais qui les ont amenés à faire un pas en avant. Mais aussi, je voudrais parler des aidants qui sont assignés et qui ne sont pas forcément assumés, qui ne l'ont pas vraiment choisi. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et ça, je crois qu'on se décharge beaucoup sur eux, mais comme prêtre, combien de fois on fait des enterrements d'aidants qui meurent un an avant la personne aidée. D'épuisement physique, moral, voilà. Donc voilà, c'est dit. Voilà. Alors l'éthique, c'est simple mais exigeant. Voilà. Alors personne n'est d'accord sur les définitions. Moi, je dirais un peu cette posture qui va rejoindre un peu ce qu'on a dit. D'abord, écouter. Je crois que c'est un des gros problèmes. Écouter, s'écouter, se parler, prendre du temps, se donner du temps et des espaces pour s'écouter et se parler. Mais aussi pour questionner. Et aussi pour argumenter. S'écouter. Je crois que c'est vraiment un problème énorme aujourd'hui. Alors, on pourrait dire, c'est la faute des médecins, ils n'ont pas le temps, c'est la faute des soignants. Combien de temps vous êtes capable d'écouter quelqu'un sans parler de vous? Moi qui vous parle, je ne suis pas très doué, hein, donc voilà. Donc je crois que c'est une vraie question. Écoutez quelqu'un, vous voyez, alors, je dis aux soignants, ne dites pas au directeur que je vous ai dit ça, mais il y aurait seulement 1 minute de présence pour dire qu'est-ce qui vous préoccupe, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes d'accord, est-ce que vous avez bien compris. Et 1 minute de présence centrée uniquement sur l'autre. Est-ce qu'il y a déjà 1 minute de présence sur chacun dans chacun de nos jours? Je continue. Voilà. Alors, donc, l'éthique, c'est l'autre. C'était France Quéré qui avait pris une position que je raccourcis un peu, mais je trouve l'éthique, c'est l'autre. Prendre au sérieux la position de l'autre avec laquelle je ne suis pas d'accord, avec laquelle je ne partirai pas forcément en vacances. Mais qu'est-ce qu'il tente de me dire d'important que moi, j'aurais tendance peut-être à minimiser? Donc, l'autre. Alors, l'autre, c'est facile, vous voyez, mais je ne sais jamais a priori ce qui est bon pour l'autre. Mettre en suspens son jugement, et si c'était moi, c'est pas vous, c'est lui, ou c'est elle. Je ne sais jamais a priori où il va aller, ni où cela va me mener. Quand on lit le livre de Madame Van Ost qu'on a évoqué hier, je trouve que c'est très intéressant d'oser s'aventurer dans des lectures de livres avec lesquels on n'est pas forcément d'accord, mais qui nous posent des vraies questions. Voilà. Alors, l'autre, quand il est comme ça, c'est pas mal déjà. Mais l'autre, quand il s'agit de l'étranger, du sans-papier, du SDF, du prisonnier, du fou, du pervers, du bébé mal formé, du vieillard ou du handicapé, c'est pas plus simple. L'autre. Voilà. Alors l'éthique, être présent, j'ai déjà évoqué. On a dit des mots hier qui étaient importants. Rester avec l'autre, dans le silence total, se taire, ne rien faire. Moment mystérieux, s'accompagner les uns les autres. En association de bénévoles, où j'étais censé être formateur et expert, il y avait un coiffeur qui était capable, comme ça, de rester 1 heure à côté de quelqu'un sans parler. Essayez. Je l'ai fait, c'est pas simple. Hein, quelqu'un qui ne répond pas, qui ne bouge pas, et vous restez. J'étais venu pour passer, j'étais prêt à passer 1 heure avec la personne. Elle dort ou elle ne répond pas, ben je vais passer 1 heure à côté, sans rien faire. Voilà. Alors l'éthique, c'est écouter, s'écouter, se parler, voyez, en sachant que les grandes souffrances sont muettes. Ça, je crois qu'il faut aussi ne pas l'oublier. L'être humain est bizarre, il y a des choses de la vie que l'on ne se dit qu'à la fin.
je suis à Bordeaux, sur une des places, je rencontre quelqu'un que je connais. Ah, je suis content de te voir. Elle me dit, je dis, comment vas-tu? Eh ben, il faut que je te dise, maman est morte. Oh, je dis, pardon, je ne savais pas que... Ben non, tu ne peux pas savoir. C'était avant-hier. Et je suis dans un état un peu étrange. J'ai toujours redouté ce moment-là, me dit-elle, mais avec maman, avec mes sœurs, on a pu se dire des choses qu'on ne s'était jamais dites avant. Alors je suis triste, maman est morte, et je suis un peu comme un petit nuage parce que ça ouvre un horizon auquel je n'avais jamais pensé. Alors, ça ne se passe pas toujours comme ça en soins palliatifs, hein, je ne suis pas en train de faire, d'idéaliser. Mais vraiment, c'est parce qu'il y a eu tout ce travail dans l'unité de soins palliatifs que cette femme, ses sœurs, sa mère ont pu se dire des choses qu'on ne se dit pas, simplement qu'on s'aime. Voilà. Dignité, sortir de la théorie. Ah, j'ai fait des vacations en soins palliatifs. Alors voilà, vous voyez, en soins palliatifs, je l'ai évoqué tout à l'heure, un des grands problèmes avec les morphiniques, c'est les problèmes de constipation. Alors, il y a ce monsieur qui est en mauvais état, phase terminale de cancer. Il a un début d'occlusion, on fait un premier lavement, ça ne marche pas, on en fait un deuxième, alors c'est la débâcle. Il a dit, il faut vite aller dans la chambre de monsieur Untel. Je m'en souviendrai toujours. Je rentre dans la chambre précédé par une infirmière et une aide-soignante. Et je vois le monsieur entre les deux soignants. Le monsieur défait. Je ne suis plus que ça. Hein, puis il y a l'odeur. Ça, Et moi, je suis un peu pris du recul, et puis je vois l'infirmière, l'aide-soignante, aller vers lui, commencer à le nettoyer. Ah, c'est formidable, on a évité l'occlusion, elle commence à s'occuper de lui. Et je voyais à travers ses gestes le monsieur qui reprenait consistance. C'était étonnant, il reprenait corps. Et je me dis, bon sang, t'es gonflé, toi qui fais des cours sur la dignité intrinsèque de l'être humain, sur la dignité de l'image de soi, la dignité... Alors je ne sais pas si elle lui signifiait sa dignité intrinsèque ou elle surredonnait sa dignité perdue, n'empêche que c'est à travers ses gestes et à travers ses mots très maternants qu'elle lui signifiait sa dignité. Et cet homme reprenait corps. C'était moi qui étais à l'école. Voilà. Alors... je vais évoquer Denis Vasse, un psychanalyste qui est médecin jésuite en plus, voilà, par rapport aux souffrances. Tout se passe, il dit, tout se passe comme si rien du désir humain ne pouvait s'entendre dans le corps de l'homme souffrant et limité. Dans la mesure où ça ne fonctionne pas plus bien, où ça ne va plus comme nous imaginions que ça devrait aller, il faudrait admettre que ça ne parle plus de l'homme et que ça devrait disparaître. Voilà, c'est un peu... Et il dit... et si la souffrance était le signe de la chute des illusions, vous voyez, on voit souvent la souffrance comme quelque chose qu'il faudrait, comme un manque qu'il faudrait colmater, qu'il faudrait combler. Et lui, il dit, et si la souffrance, c'était plutôt l'expression d'une perte des illusions d'un monde sans limite, sans échec, sans maladie, sans mort. Et ça, je crois que ça vient bien nous chercher. C'est aussi sur toutes les réflexions que l'on a et sur les représentations qui sont les nôtres, ou celles qui dominent et qu'on nous met devant les yeux et qui nous marquent. Voilà. Souvent, nous plaçons une frontière invisible entre les bien portants et ceux qui sont tombés. Alors, tombés malades, enceintes, amoureux, en pamoison. On est tombés, c'était étrange. Et c'était ceux qui sont tombés qui étaient moins dans l'illusion que ceux qui pètent la santé. Voilà. Alors, je reviens au droit, parce que c'est quand même un des défis dans lesquels nous sommes. Toute personne prend, c'est le 1111-4. Il faut connaître le 1110-4 et le 1111-4. Toute personne prend, avec le professionnel de santé, compte tenu des informations et préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé. Voilà le triomphe du sujet autonome. Je crois que c'était effectivement pour lutter contre le pouvoir médical, mais il n'est pas évident de se retrouver, de permettre à une personne d'exercer ses droits. Le ministère de la Santé et le Défenseur des droits ont publié en mars de cette année, pour les 12 ans de la loi du 4 mars 2002, une loi usagers de la santé, votre santé, vos droits. Voyez. Les personnes soignées ont des droits. Ils n'ont pas tous les droits, mais ils ont des droits. Et ce n'est pas facile pour les professionnels de les mettre en position d'exercer leurs droits. Voilà. Un acte médical peut être pratiqué qu'avec le consentement libre et éclairé du patient. Celui-ci a le droit de refuser tout traitement. Voilà. Alors on a mis en place plein de choses. Consentement éclairé, personne de confiance, directive anticipée, obstination des déraisonnables, comment l'éviter, limitation d'arrêt de traitement, soulager la souffrance, même si avec le double effet il y a des risques. Tout ça pour protéger l'autonomie de la volonté.
Et à partir du moment où nous sommes tous majeurs, à 18 ans, nous sommes tous capables. Voilà. Donc voilà un peu la posture dans laquelle nous sommes. Et je crois qu'il y a beaucoup de choses à explorer, à développer de ce côté-là. Et en même temps, comment tous ces éléments-là qui sont des éléments précieux, comment ne pas transformer l'or en plomb? Vous voyez, c'est Midas à l'envers. Vous voyez, parce que dans le grand débat sur les directives anticipées, c'est vrai qu'actuellement, elles sont plutôt indicatives et elles sont très peu suivies ou pas assez. Pour répondre à ça, on veut les rendre contraignantes ou opposables. Je ne suis pas sûr qu'on va se parler davantage. L'enjeu, ce sont autant des petits éléments pour s'écouter et se parler. Vous voyez, toutes les lois concernant les pratiques biomédicales pourraient se résumer du point de vue éthique, c'est parlez-vous. Ça a été dit hier, nous, tout ce qu'on peut faire comme juriste, c'est mettre un cadre général, et vous gérez que du singulier. Donc il va falloir créer, être très créatif, et pas seulement adapter. Alors le problème aujourd'hui, c'est que, comme ça a été dit, on veut des protocoles. Je crois que beaucoup, je dis pas comme médecin, excusez-moi pour ceux qui sont ici, parce que ceux qui sont ici, pour la plupart, ils ne sont pas sur ce modèle-là. Alors, les gens veulent des protocoles. Écoutez, hein, la personne veut, elle le redit, deux médecins certifient, on signe, on prescrit, l'infirmier fait, et puis voilà, c'est parfait. Où est le problème? Mais pour le coup, on ne saurait pas parler. Alors, raison de plus, s'il y avait une loi pour la sédation terminale profonde, le suicide assisté, voire l'euthanasie, pour se parler, pour que ça reste toujours une exception ou une extrême situation. Petit espace qu'a laissé le père Vespiren hier, tout en disant, mais attention, il ne faudrait pas que parce qu'il y a ce petit espace où, à un moment donné, une incertitude, on se précipite là-dessus pour tout mettre de ce côté-là. Voilà. Alors, aujourd'hui, les modèles de directives anticipées sont souvent sur des modèles un peu « je ne veux pas ceci, je ne veux pas cela ». On pourrait faire des directives positives. Je veux qu'il y ait une véritable procédure collégiale. Et pas qu'entre médecins. Parce qu'une fois, on m'a dit, est-ce que deux médecins qui se réunissent entre eux, c'est une procédure collégiale? Non. Donc, toute une équipe soignante, mais je voudrais aussi qu'il y ait peut-être telle ou telle personne que j'aime bien, puis qui me connaissent. Comment faire aussi pour faire confiance aussi, vous voyez? Mais qu'on ne soit pas dans la défense, mais aussi dans la confiance. C'est ça le gagne. Vous voyez? Alors moi, je dis, je veux une réanimation longue, lourde, qui coûte cher, qui encombre. Voilà. Parce que c'est justement ce qu'on ne voudrait pas. Tout le monde veut qu'on signe, je veux qu'on limite au maximum. Le système néolibéral. Voilà. Alors, on peut faire aussi, je passerai là-dessus, c'est un mandat de protection future anticipé, désigner, tant que vous êtes encore en forme, ça va pas trop mal pour le moment, les personnes en qui vous avez confiance et qui pourraient être donc le garant de votre mandat de protection future. Voilà. Voilà. Décider avec le patient jusqu'où, c'est une vraie question aujourd'hui quand même, et ça c'est quand même encore à réinventer, à explorer. La collégialité jusqu'où, c'est pas que des soignants, comment mettre aussi des gens de la société civile, philosophes, juristes, journalistes, femmes de ménage, voilà, artistes. Il faut changer les choses de ceci-là, reconnaître l'incertitude et l'impuissance, c'est pas évident. Protéger les équipes jusqu'où? Je suis un peu frappé que parfois on prend des décisions un peu en défaveur du patient pour protéger l'équipe. Ça, c'est pas toujours rassurant. Ouais. Méfiez-vous de plaire aux familles, parce qu'elle peut être gentille, la famille Simpson, mais ça peut être ça aussi, vous voyez. Voilà. Moi, je suis étonné de voir qu'on va plutôt s'aligner sur ce que va dire telle ou telle personne de la famille, plutôt que ce que demande le patient, parce qu'on se dit, le patient va disparaître, la famille va rester. J'ai dit ça dans des congrès de soins palliatifs, je pensais me faire ramasser, et je me suis rendu compte que tout le monde souriait. Passons. Alors, la concentration des vieux est-elle la seule perspective? Je trouve qu'on est parti sur un modèle qu'on ne réinterroge plus. Elle vous explique que pour que ça soit efficace, il faut un minimum de 100 lits, parce que ça permet de gérer le personnel, mais ça donne des lieux tout à fait troublants. Alors, les professionnels ne sont-ils que des prestataires de services? Est-ce que la société... il faut relire la conférence citoyenne, qui est très intéressante, à mon avis, mais qui en même temps oublie, ne parle pas des professionnels. Et on peut se demander comment va se faire l'alliance entre eux. Attention aux relations de domination-soumission. Je suis frappé de voir comment on induit très vite des relations soumission-domination dans les établissements, avec les médecins, avec les soignants. Peur de l'abandon, des représailles ou autres.
Mais c'est étonnant de voir comment des gens qui étaient très autonomes deviennent très soumis. Voilà. Où sont les seniors? Voilà. Dans le système actuel où il faut un peu plus faire de la recherche, la plupart des seniors, au CHU, tout ça, font des publications. Et donc, si vous n'êtes pas publiable, et si vous n'êtes pas rentable, ça va être très dur pour vous. Et je crois que le film Hippocrate pose la question de manière, j'allais dire, assez légère, mais assez pertinente. Où sont les seniors? Et je crois que sur des questions aussi compliquées, moi je vois combien de jeunes internes passent leur après-midi à annoncer des diagnostics graves, des pronostics sombres et des traitements lourds. Les seniors ont vu les dossiers, mais ne voient plus les malades. Moi, ça me trouble beaucoup. Et les jeunes sont très, très désemparés, d'autant plus qu'il faut vite qu'ils arrêtent à 17h, parce que s'ils veulent faire carrière, il faut qu'ils publient. Et donc, ils fassent autre chose. Je passe. Voilà. Apprendre à mourir, je crois qu'il faudrait revoir un peu cette tradition. Alors, il y a des choses qui ressortent aujourd'hui, alors ça a bien vieilli, hein. Petite anthologie de bien mourir. Vous voyez, alors ça rappelle des textes d'autrefois. Alors c'est marqué par une histoire, mais peut-être qu'il faut réinventer justement des choses. C'est un peu ce que vous évoquiez. Souci de soi, l'exercice de soi, lire, relire, méditer, contempler, écouter, redécouvrir, le corps plaisir. Voilà, rencontrer l'autre, apprendre de l'autre, interroger une société, une culture. Voilà. Ça, c'est ma manière de faire de l'éthique. Vous voyez, il n'y a pas d'éthique si on n'a pas vraiment à la rencontre de l'autre, différent. Interroger une culture sur ses modèles dominants, ne pas avoir peur, et puis viser chez chacun l'émergence d'un sujet, on pourrait dire la naissance d'un fils ou du fils. Alors, ça, on pourrait rentrer là-bas. J'avais mis, mais ça peut-être comme ceux qui parleront après, vous voyez, Xavier Thévenot, théologien dont j'ai beaucoup hérité, disait « Jésus sur la croix ne fait pas le malin ». Et c'est très intéressant, si vous reprenez les différentes phrases de Jésus sur la croix, il y a toutes les phases par lesquelles on peut passer au moment, alors il y a Gethsémani en plus, de désespoir, de confiance, de pardon. C'est à méditer parce que c'est pas exemplaire, mais ça peut aider à se situer dans les différents moments de ce parcours de fin de vie ou de choix crucifiant. Donc on pourra en reparler un peu. J'utilise souvent ça quand on fait des conférences interreligieuses ou dans l'information en soins palliatifs. On dit, mais et les catholiques, qu'est-ce qu'ils disent? Ben, voilà un peu ce qu'on pourrait proposer comme lieu de méditation pour tous. Et puis je terminerai par là. Vous voyez, je crois que d'un grand philosophe parler de l'homme comme être pour la mort, moi je crois que dans une tradition chrétienne, on pourrait se dire, mais si l'humain était un être pour l'amour, ça change qu'une lettre ou deux lettres, mais... Et alors je me suis rendu compte qu'il y avait même pour les nuls, l'amour pour les nuls. Vous voyez? Donc si vous avez des difficultés, vous pouvez vous y mettre. Un grand merci. Jacques Fauché, vous êtes prêtre et médecin. Vous avez exercé la médecine générale pendant 15 ans sur la côte landaise et vous vous intéressez aux questions éthiques depuis très longtemps, parce que vous avez vos premières formations sur les questions d'éthique dans les années 70. Vous avez également fondé l'espace bioéthique aquitain, qui aujourd'hui fait partie de l'espace éthique régional d'Aquitaine. Et vous êtes également aumônier national de 3 mouvements, des pharmaciens catholiques, des médecins catholiques et des soignants et travailleurs sociaux catholiques. Vous allez nous permettre de poursuivre les réflexions sur la parole. Et si vous le voulez bien, Catherine Olivet, je vous présenterai par la suite. Nous vous écoutons, Jacques Fauché. Mais merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup pour les 2 jours là, qui sont quand même passionnants et qui nous mettent en plein cœur de la bonne question, à mon avis, c'est-à-dire réouvrir un peu l'espace pour aborder les questions autrement que de manière médicale ou juridique. Donc on va continuer. Voilà, sous un autre mode, mais ça va pas être forcément plus rassurant. Moi, j'espère que ce sera stimulant. Voilà, c'est ça l'enjeu, de nous réveiller un peu. Voilà. Alors la fin de vie, alors un choix individuel et de société. Mais j'aime bien, moi, jouer sur le mot fin. Vous voyez, la fin de vie, aussi un choix individuel de société. Je crois que de plus en plus, avec ce que vous avez qualifié de libéralisme, de néolibéralisme, on est de plus en plus dans une attitude où, quand on n'a plus sa place, ou quand on est mort socialement, on devrait avoir quand même avoir l'élégance d'accepter de disparaître. Je crois que c'est un peu ça quand même. Et on intériorise ça petit à petit. Et je crois que ça nous touche beaucoup. Donc retrouver la fin. Voilà. Alors...
Bien sûr, nous avons parlé de soins palliatifs, de sédation profonde, terminale, euthanasie, thérapie anticipée, personne de confiance, tout ça. Mais il faudrait parler aussi donc d'autre chose que de la médecine et du droit. Ça me semble être urgent, salutaire. Il faudrait parler de fin de vie. Moi, j'aime beaucoup ce petit, parce que voilà, je crois que c'est comment, voilà, et voilà, retrouver donc le sens de la vie, des rencontres, des dialogues, des échanges, des paroles, des gestes, de la musique, d'amour, du plaisir aussi et de l'art. C'est pas facile de parler de plaisir, du corps de plaisir en soins palliatifs, vous voyez. Or, des questions viennent aussi. Donc, ce corps qui est un corps de souffrance, comment faire à travers massage, alimentation adaptée, musique, et aussi parfois relations sexuelles, retrouver un corps de plaisir. Là, il ne serait plus qu'un corps médicalisé et de souffrance. C'est une belle tâche. Alors, pas de vie sans souffrance, il faut quand même le rappeler, mais ça ne veut pas dire que c'est une bonne chose, mais voir comment, à vouloir enlever toute souffrance, on empêche de vivre. Donc il faudrait quand même aussi réinterroger tous ces grands artistes qui ont beaucoup souffert, mais qui nous ont laissé des témoignages, on parlait de tableaux tout à l'heure, qui nous renvoient à des choses graves et importantes. Alors, il faut qu'on en parle quand même, hein. D'abord, il y a ce que l'on sent. Voilà. En soins palliatifs, le pipi, le caca, le sang, les crachats, le pus, les mélénas. Puis l'horreur de ce que l'on voit, les plaies, les fractures, les fistules, les escarres, les corps décharnés, mal formés, déformés. L'insoutenable de ce que l'on entend, les essoufflements, les cris, les plaintes, les pleurs, la langue que l'on n'entend pas, les silences, voilà. Avec toutes ces questions qui reviennent de Primo Levi et si c'est un homme. Mais je crois que quand même, c'est ça, le quotidien des soignants, des familles aussi qui sont aidants. Et il faut le redire, voilà. Donc, 1914, reconnaissance de la nation pour les guerres dans les tranchées. 2014, je trouve, reconnaissance de la nation pour tous ceux qui s'occupent des personnes et qui, tous les matins, il y a des divisions d'hommes, de femmes, de soignants, certains célèbres, beaucoup d'anonymes, mais qui montent au créneau pour aller nettoyer, panser, toiletter, soigner. Et ça, je crois que l'on ne le dit pas assez. Alors souvent, on va nous mettre ou nous rappeler qu'il y a de la maltraitance, et il y en a. Il y a la maltraitance aussi par épuisement, on en parlera. Mais je crois qu'il faut quand même rappeler tout ce qui se passe tous les jours. Voilà les nouveaux poilus de notre époque. Voilà. Voilà. Reconnaissance de la nation pour dans la santé. Quand je dis dans la santé, c'est pas que les soignants, il y a tous les personnels administratifs, les directeurs. Aujourd'hui, pour faire vivre une équipe mobile de soins palliatifs, un EHPAD, il faut vraiment que les directeurs se mobilisent et soient vraiment assez géniaux pour exister et se développer. Donc il faut les saluer. Mais voilà, il faut se rappeler que souvent ce sont des métiers qui ne sont pas toujours choisis, qui sont mal considérés, méprisés, avec des frustrations, des ressentiments, sentiments d'injustice, sont peu formés, mal payés. Voilà. Prédominance féminine, et des problèmes aussi à rappeler, et devant subir des propos racistes. Moi, j'ai vu des équipes très performantes, un an après, complètement démobilisées, parce que des personnes soignées avaient eu des propos racistes vis-à-vis de tel ou tel personnel, et qui vraiment n'osent rien dire. Ils sont malades, on ne peut rien dire. Si, on peut dire des choses. Voilà. Et donc, moi, je suis étonné de l'énergie, du dévouement de ces personnes au quotidien. Souvent, on me demande, dans les groupes de reprise, et comment on peut aller plus loin, je me demande comment ils ont déjà pu aller aussi loin. Voilà. Dans un pays qui n'a jamais été aussi riche. Voilà, ce pays n'a jamais été aussi riche, les réserves personnelles des entreprises, des banques sont immenses, et on nous dit sans cesse qu'il n'y a pas d'argent. Donc il y a un problème aussi d'injustice, il faudrait aussi se le dire. Hein, ce n'est pas qu'un problème de réflexion, il y a des problèmes aussi politiques, économiques, comment aussi se révolter aussi, voilà. Alors, des associations de bénévoles, je veux mettre les équipes d'aumônerie, comme je suis aussi délégué diocésain au monde de la santé à Bordeaux, donc, et toutes ces personnes-là, bénévoles, équipes d'aumônerie qui l'ont choisi, souvent avec des histoires antérieures assez lourdes, mais qui les ont amenés à faire un pas en avant. Mais aussi, je voudrais parler des aidants qui sont assignés et qui ne sont pas forcément assumés, qui ne l'ont pas vraiment choisi. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et ça, je crois qu'on se décharge beaucoup sur eux, mais comme prêtre, combien de fois on fait des enterrements d'aidants qui meurent un an avant la personne aidée. D'épuisement physique, moral, voilà. Donc voilà, c'est dit.
Voilà. Alors l'éthique, c'est simple, mais exigeant. Voilà. Alors personne n'est d'accord sur les définitions. Moi, je dirais un peu cette posture qui va rejoindre un peu ce qu'on a dit. D'abord, écouter. Je crois que c'est un des gros problèmes. Écouter, s'écouter, se parler, prendre du temps, se donner du temps et des espaces pour s'écouter et se parler. Mais aussi pour questionner, mais aussi pour argumenter. S'écouter. Je crois que c'est vraiment un problème énorme aujourd'hui. Alors, on pourrait dire, c'est la faute des médecins, ils n'ont pas le temps, c'est la faute des soignants. Combien de temps vous êtes capable d'écouter quelqu'un sans parler de vous ? Moi qui vous parle, je ne suis pas très doué, hein, donc voilà. Donc je crois que c'est une vraie question. Écoutez quelqu'un. Vous voyez, alors, je dis aux soignants, ne dites pas au directeur que je vous ai dit ça, mais il y aurait seulement 1 minute de présence pour dire qu'est-ce qui vous préoccupe, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes d'accord, est-ce que vous avez bien compris. Vous voyez, 1 minute de présence centrée uniquement sur l'autre. Est-ce qu'il y a déjà 1 minute de présence sur chacun dans chacun de nos jours ? Je continue. Voilà. Alors, donc, l'éthique, c'est l'autre. C'était France Quéré qui avait pris cette position que je raccourcis un peu, mais je trouve l'éthique, c'est l'autre. Prendre au sérieux la position de l'autre avec laquelle je ne suis pas d'accord, avec laquelle je ne partirai pas forcément en vacances. Mais qu'est-ce qu'il tente de me dire d'important que moi, j'aurais tendance peut-être à minimiser ? Donc, l'autre. Alors, l'autre, c'est facile, vous voyez, mais je ne sais jamais a priori ce qui est bon pour l'autre. Mettre en suspens son jugement, et si c'était moi, c'est pas vous, c'est lui, ou c'est elle. Je ne sais jamais a priori où il va aller, ni où cela va me mener. Et quand on lit le livre de Madame Van Ost qu'on a évoqué hier, je trouve que c'est très intéressant d'oser s'aventurer dans des lectures de livres avec lesquels on n'est pas forcément d'accord, mais qui nous posent des vraies questions. Voilà. Alors l'autre, quand il est comme ça, c'est pas mal déjà. Mais l'autre, quand il s'agit de l'étranger, du sans-papier, du SDF, du prisonnier, du fou, du pervers, du bébé mal formé, du vieillard ou du handicapé, c'est pas plus simple. L'autre. Voilà. Alors l'éthique, être présent, j'ai déjà évoqué. On a dit des mots hier qui étaient importants. Rester avec l'autre, dans le silence total, se taire, ne rien faire. Moment mystérieux, s'accompagner les uns les autres. En association de bénévoles, où j'étais censé être formateur et expert, il y avait un coiffeur qui était capable, comme ça, de rester 1 heure à côté de quelqu'un sans parler. Essayez. Je l'ai fait, c'est pas simple. Hein. Quelqu'un qui ne répond pas, qui ne bouge pas, et vous restez. J'étais venu pour passer, j'étais prêt à passer 1 heure avec la personne. Elle dort ou elle ne répond pas, ben je vais passer 1 heure à côté, sans rien faire. Voilà. Alors l'éthique, c'est écouter, s'écouter, se parler, vous voyez, en sachant que les grandes souffrances sont muettes. Ça, je crois qu'il faut aussi ne pas l'oublier. L'être humain est bizarre, il y a des choses de la vie que l'on se dit qu'à la fin. Je suis à Bordeaux, sur une des places, je rencontre quelqu'un que je connais. Ah, je suis content de te voir. Elle me dit, je dis, comment vas-tu ? Eh ben, il faut que je te dise, maman est morte. Oh, je dis, pardon, je ne savais pas que... Ben non, tu ne peux pas savoir. C'était avant-hier. Et je suis dans un état un peu étrange. J'ai toujours redouté ce moment-là, me dit-elle, mais avec maman, avec mes sœurs, on a pu se dire des choses qu'on ne s'était jamais dites avant. Alors je suis triste, maman est morte, et je suis un peu comme un petit nuage parce que ça ouvre un horizon auquel je n'avais jamais pensé. Alors, ça ne se passe pas toujours comme ça en soins palliatifs, hein, je ne suis pas en train de faire, d'idéaliser. Mais vraiment, c'est parce qu'il y a eu tout ce travail dans l'unité de soins palliatifs que cette femme, ses sœurs, sa mère ont pu se dire des choses qu'on ne se dit pas, simplement qu'on s'aime. Voilà. Dignité, sortir de la théorie. Ah, je fais des vacations en soins palliatifs. Alors voilà, vous voyez, en soins palliatifs, je l'ai évoqué tout à l'heure, un des grands problèmes avec les morphiniques, c'est les problèmes de constipation. Alors, il y a ce monsieur qui est en mauvais état, phase terminale de cancer. Il a un début d'occlusion, on fait un premier lavement, ça ne marche pas, on en fait un deuxième, alors c'est la débâcle. Et on dit, il faut vite aller dans la chambre de monsieur Untel. Je m'en souviendrai toujours. Je rentre dans la chambre précédé par une infirmière et une aide-soignante. Et je vois le monsieur entre les deux soignants. Le monsieur défait. Je ne suis plus que ça. Hein, puis il y a l'odeur. Ça, Et moi, je suis un peu pris de recul, et puis je vois l'infirmière, l'aide-soignante aller vers lui, commencer à le nettoyer. Ah, c'est formidable, on a évité l'occlusion, elle commence à s'occuper de lui.
Et je voyais à travers ses gestes le monsieur qui reprenait consistance. C'était étonnant, il reprenait corps. Et je me dis, bon sang, t'es gonflé, toi qui fais des cours sur la dignité intrinsèque de l'être humain, sur la dignité de l'image de soi, la dignité... Alors je ne sais pas si elle lui signifier sa dignité intrinsèque ou elle surredonner sa dignité perdue, n'empêche que c'est à travers ses gestes et à travers ses mots très maternants qu'elle lui signifiait sa dignité. Et cet homme reprenait corps. C'était moi qui étais à l'école. Voilà. Alors... je vais évoquer Denis Vasse, un psychanalyste qui est médecin jésuite en plus, voilà, par rapport aux souffrances. Tout se passe, il dit, tout se passe comme si rien du désir humain ne pouvait s'entendre dans le corps de l'homme souffrant et limité. Dans la mesure où ça ne fonctionne pas plus bien, où ça ne va plus comme nous imaginions que ça devrait aller, il faudrait admettre que ça ne parle plus de l'homme et que ça devrait disparaître. Voilà, c'est un peu... Et il dit... et si la souffrance était le signe de la chute des illusions, vous voyez, on voit souvent la souffrance comme quelque chose qu'il faudrait, comme un manque qu'il faudrait colmater, qu'il faudrait combler. Et lui, il dit, et si la souffrance, c'était plutôt l'expression d'une perte des illusions d'un monde sans limite, sans échec, sans maladie, sans mort. Et ça, je crois que ça vient bien nous chercher. C'est aussi sur toutes les réflexions que l'on a et sur les représentations qui sont les nôtres, ou celles qui dominent et qu'on nous met devant les yeux et qui nous marquent. Voilà. Souvent, nous plaçons une frontière invisible entre les bien portants et ceux qui sont tombés. Alors, tombés malades, enceintes, amoureux, en pamoison, on est tombés, c'était étrange. Et c'était ceux qui sont tombés qui étaient moins dans l'illusion que ceux qui pètent la santé. Voilà. Voilà. Alors, je reviens au droit, parce que c'est quand même un des défis dans lesquels nous sommes. Toute personne prend, c'est le 1111-4. Il faut connaître le 1110-4 et le 1111-4. Toute personne prend, avec le professionnel de santé, compte tenu des informations et préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé. Voilà le triomphe du sujet autonome. Je crois que c'était effectivement pour lutter contre le pouvoir médical, mais il n'est pas évident de se retrouver, de permettre à une personne d'exercer ses droits. Le ministère de la Santé et le Défenseur des droits ont publié en mars de cette année, pour les 12 ans de la loi du 4 mars 2002, une loi « Usagers de la santé, votre santé, vos droits ». Voyez. Les personnes soignées ont des droits. Ils n'ont pas tous les droits, mais ils ont des droits. Et ce n'est pas facile pour les professionnels de les mettre en position d'exercer leurs droits. Voilà. Un acte médical peut être pratiqué qu'avec le consentement libre et éclairé du patient. Celui-ci a le droit de refuser tout traitement. Voilà. Alors on a mis en place plein de choses. Consentement éclairé, personne de confiance, directive anticipée, obstination des déraisonnables, comment l'éviter, limitation des traitements, soulager la souffrance, même si avec le double effet, il y a des risques. Tout ça pour protéger l'autonomie de la volonté. Et à partir du moment où nous sommes tous majeurs, à 18 ans, nous sommes tous capables. Voilà. Donc voilà un peu la posture dans laquelle nous sommes. Et je crois qu'il y a beaucoup de choses à explorer, à développer de ce côté-là. Et en même temps, comment tous ces éléments-là qui sont des éléments précieux, comment ne pas transformer l'or en plomb? Vous voyez, c'est Midas à l'envers. Vous voyez, parce que dans le grand débat sur les directives anticipées, c'est vrai qu'actuellement, elles sont plutôt indicatives et elles sont très peu suivies ou pas assez. Pour répondre à ça, on veut les rendre contraignantes ou opposables. Je ne suis pas sûr qu'on va se parler davantage. L'enjeu, ce sont autant des petits éléments pour s'écouter et se parler. Et toutes les lois concernant les pratiques biomédicales pourraient se résumer du point de vue éthique, c'est « parlez-vous ». Ça a été dit hier, nous, tout ce qu'on peut faire comme juriste, c'est mettre un cadre général, et vous gérez que du singulier. Donc il va falloir créer, être très créatif, et pas seulement adapter. Alors le problème aujourd'hui, c'est que, ça a été dit, on veut des protocoles. Je crois que beaucoup, je dis, je parle comme médecin, excusez-moi pour ceux qui sont ici, parce que ceux qui sont ici, pour la plupart, ils ne sont pas sur ce modèle-là. Alors, les gens veulent des protocoles. Écoutez, hein, la personne veut, elle le redit, deux médecins certifient, on signe, on prescrit, l'infirmier fait, et puis voilà, c'est parfait. Où est le problème? Mais pour le coup, on ne saurait pas parler. Alors, raison de plus, s'il y avait une loi pour la sédation terminale profonde, le suicide assisté, voire l'euthanasie, pour se parler. Pour que ça reste toujours une exception ou une extrême situation. Petit espace qu'a laissé le père Vespirène hier, tout en disant, mais attention, il ne faudrait pas que parce qu'il y a ce petit espace où, à un moment donné, une incertitude, on se précipite là-dessus pour tout mettre de ce côté-là.
Voilà. Alors, aujourd'hui, les modèles de directives anticipées sont souvent sur des modèles un peu « je ne veux pas ceci, je ne veux pas cela ». On pourrait faire des directives positives. Je veux qu'il y ait une véritable procédure collégiale. Et pas qu'entre médecins. Parce qu'une fois, on m'a dit, est-ce que deux médecins qui se réunissent entre eux, c'est une procédure collégiale? Non. Donc, toute une équipe soignante, mais je voudrais aussi qu'il y ait peut-être telle ou telle personne que j'aime bien, puis qui me connaissent. Comment faire aussi pour faire confiance aussi, vous voyez? Mais qu'on ne soit pas dans la défense, mais aussi dans la confiance. C'est ça le gagne. Vous voyez? Alors moi, je dis, je veux une réanimation longue, lourde, qui coûte cher, qui encombre. Voilà. Parce que c'est justement ce qu'on ne voudrait pas. Tout le monde veut qu'on signe, je veux qu'on limite au maximum. Le système néolibéral. Voilà. Alors, on peut faire aussi, je passerai là-dessus, c'est un mandat de protection future anticipé, désigner, tant que vous êtes encore en forme, ça va pas trop mal pour le moment, les personnes en qui vous avez confiance et qui pourraient être donc le garant de votre mandat de protection future. Voilà. Voilà. Décider avec le patient jusqu'où. C'est une vraie question aujourd'hui quand même, et ça c'est quand même encore à réinventer, à explorer. La collégialité jusqu'où? C'est pas que des soignants. Comment mettre aussi des gens de la société civile, philosophes, juristes, journalistes, femmes de ménage, voilà, artistes. Il faut changer les choses de ceci-là, reconnaître l'incertitude et l'impuissance, c'est pas évident. Protéger les équipes jusqu'où? Je suis un peu frappé que parfois on prend des décisions un peu en défaveur du patient pour protéger l'équipe. Ça, c'est pas toujours rassurant. Ouais. Méfiez-vous de plaire aux familles, parce qu'elle peut être gentille, la famille Simpson, mais ça peut être ça aussi, vous voyez. Voilà. Moi, je suis étonné de voir qu'on va plutôt s'aligner sur ce que va dire telle ou telle personne de la famille, plutôt que ce que demande le patient, parce qu'on se dit, le patient va disparaître, la famille va rester. J'ai dit ça dans des congrès de soins palliatifs, je pensais me faire ramasser, et je me suis rendu compte que tout le monde souriait. Passons. Alors, la concentration des vieux est-elle la seule perspective? Je trouve qu'on est parti sur un modèle qu'on ne réinterroge plus. Elle vous explique que pour que ça soit efficace, il faut un minimum de 100 lits, parce que ça permet de gérer le personnel, mais ça donne des lieux tout à fait troublants. Voilà. Les professionnels ne sont-ils que des prestataires de services? Est-ce que la société... il faut relire la conférence citoyenne, qui est très intéressante, à mon avis, mais qui, en même temps, ne parle pas des professionnels. Et on peut se demander comment va se faire l'alliance entre eux. Attention aux relations de domination-soumission. Je suis frappé de voir comment on induit très vite des relations soumission-domination dans les établissements, avec les médecins, avec les soignants. Peur de l'abandon, des représailles ou autres. Mais c'est étonnant de voir comment des gens qui étaient très autonomes deviennent très soumis. Voilà. Où sont les seniors? Voilà. Dans le système actuel où il faut un peu faire de la recherche, la plupart des seniors, au CHU, tout ça, font des publications. Et donc, si vous n'êtes pas publiable, et si vous n'êtes pas rentable, ça va être très dur pour vous. Et je crois que le film Hippocrate pose la question de manière, j'allais dire, assez légère, mais assez pertinente. Où sont les seniors? Et je crois que sur des questions aussi compliquées, moi je vois combien de jeunes internes passent leur après-midi à annoncer des diagnostics graves, des pronostics sombres et des traitements lourds. Les seniors ont vu les dossiers, mais ne voient plus les malades. Moi, ça me trouble beaucoup. Et les jeunes sont très, très désemparés, d'autant plus qu'il faut vite qu'ils arrêtent à 17h, parce que s'ils veulent faire carrière, il faut qu'ils publient. Et donc, ils fassent autre chose. Je passe. Voilà. Après, on va mourir. Je crois qu'il faudrait revoir un peu cette tradition. Alors, il y a des choses qui ressortent aujourd'hui. Alors, ça a bien vieilli, hein. Petite anthologie de bien mourir. Vous voyez? Alors, ça rappelle des textes d'autrefois. Alors, c'est marqué par une histoire. Mais peut-être qu'il faut réinventer justement des choses. C'est un peu ce que vous évoquiez. Souci de soi, l'exercice de soi. Lire, relire, méditer, contempler, écouter, redécouvrir, le corps plaisir. Voilà. Rencontrer l'autre, apprendre de l'autre, interroger une société, une culture. Voilà. Ça, c'est ma manière de faire de l'éthique. Vous voyez, il n'y a pas d'éthique si on n'a pas vraiment à la rencontre de l'autre, différent. Interroger une culture sur ses modèles dominants, ne pas avoir peur, et puis viser chez chacun l'émergence d'un sujet, on pourrait dire la naissance d'un fils ou du fils. Alors, ça pourrait rentrer là-bas. J'avais mis, mais ça peut-être comme ceux qui parleront après, vous voyez,
Xavier Thévenot, théologien dont j'ai beaucoup hérité, disait « Jésus sur la croix ne fait pas le malin ». Et c'est très intéressant, si vous reprenez les différentes phrases de Jésus sur la croix, il y a toutes les phases par lesquelles on peut passer au moment, alors il y a Gethsémani en plus, de désespoir, de confiance, de pardon. C'est à méditer parce que c'est pas exemplaire, mais ça peut aider à se situer dans les différents moments de ce parcours de fin de vie ou de choix crucifiant. Donc on pourra en reparler un peu. J'utilise souvent ça quand on fait des conférences interreligieuses ou dans l'information en soins palliatifs. Quand on dit, mais et les catholiques, qu'est-ce qu'ils disent? Voilà un peu ce qu'on pourrait proposer comme lieu de méditation pour tous. Et puis je terminerai par là. Vous voyez, je crois que d'un grand philosophe parlait de l'homme comme être pour la mort. Moi, je crois que dans une tradition chrétienne, on pourrait se dire, mais si l'humain était un être pour l'amour, ça change qu'une lettre ou deux lettres, mais... Et alors je me suis rendu compte qu'il y avait pour les nuls, l'amour pour les nuls. Vous voyez? Donc si vous avez des difficultés, vous pouvez vous y mettre. Un grand merci.